Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire dédié à la fiscalité de la location meublée non professionnelle et les spécificités liées à la résidence gérée. Donc tout d'abord, voilà, le webinaire a eu lieu il y a quelque temps. Malheureusement, suite à un incident technique, celui-ci n'a pas pu être enregistré, ce qui est fort dommage car nous avions eu une session qui était très intéressante, très dynamique avec beaucoup de questions qui ont été abordées pendant le sujet. Ces questions ont quand même été recensées et apparaîtront en fin de webinaire. Donc, pour en venir du coup à l'organisation de ce webinaire, donc nous allons aborder le sujet, la thématique durant 30 minutes et puis ensuite je reprendrai les questions qui ont été posées lors de la version en direct. Alors, je vais commencer tout d'abord par une petite présentation du groupe C'est la vie, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore ou qui ne connaissent encore pas toutes les entités du groupe C'est la vie. Donc C'est la vie est un groupe qui a été fondé en 2007, qui a commencé par l'entité de C'est la vie gestion, qui est l'administrateur de biens qui accompagne en fait les propriétaires en résidence gérée dans leur investissement. Donc, on va commencer par le bail commercial, le calcul des indexations, la facturation des charges jusqu'à l'accompagnement dans les déclarations fiscales, la déclaration de TVA et puis en fait tout ce qui viendrait se mettre entre dans la vie de l'investissement locatif. Ensuite, nous avons la société C'est la vie syndic, qui est le syndic de copropriété en résidence-service. C'est la vie Pierre, qui s'occupe de la revente de biens en résidence-service. Et nous avons Ma déclaration meublée, qui est un outil qui permet de réaliser les déclarations fiscales en ligne. Donc, déclaration fiscale et déclaration de TVA. Donc, résidence gérée ou pas résidence gérée. Donc là, on s'adresse vraiment à toute la location meublée non professionnelle ou même professionnelle. Alors, aujourd'hui, donc, le sujet qui nous amène, ça va être la fiscalité de la location meublée. Donc, voici un petit sommaire pour voir les points clés que nous allons aborder aujourd'hui. Donc, ce webinaire, parce que nous avons beaucoup de questions de la part des propriétaires, des copropriétaires, par le biais du syndic. On se rend compte que parfois c'est quelque chose de flou, la fiscalité, que vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser, à vous préoccuper de ces questions. Donc aujourd'hui, on a voulu un petit peu recenser tout cela pour vous expliquer un petit peu comment tout fonctionne et de vulgariser, en fait, l'idée est de vulgariser pour que vous puissiez un petit peu vous approprier cette mécanique vous-même. Voilà. Donc, on va d'abord commencer par la définition du statut de LMNP en résidence gérée. On va voir ce que c'est concrètement une résidence gérée, pourquoi on appelle ça comme ça, quelles sont les obligations préalables, le régime micro et le régime réel. Un petit comparatif entre ces deux régimes. Le principe des amortissements qui est le point phare du régime réel, la mécanique un petit peu de la TVA en résidence gérée. Et puis après, on va essayer de remettre un petit peu tous ces éléments dans le contexte du cycle annuel. Et puis en fin de webinaire, on reverra les questions et les réponses. Alors, donc, prochaine slide, la définition du statut de LMNP en résidence gérée. Donc, LMNP, on entend souvent parler de LMNP, mais qu'est-ce que le LMNP? En fait, c'est simplement l'acronyme de loueur en meublé non professionnel. Ça signifie que vous louez un logement meublé, donc garni de meubles, et de manière non professionnelle. Donc, non professionnelle, cela veut dire que vos recettes locatives ne dépassent pas le seuil de 23 000 € ou ne sont pas supérieurs aux revenus professionnels du foyer. Donc, en guise de contre-exemple, un loueur meublé professionnel, c'est quelqu'un qui va soit avoir d'une part des recettes locatives de plus de 23 000 € et que ces recettes vont être supérieures aux revenus professionnels du foyer. Donc, voilà pour la location meublée non professionnelle. Donc, le meublé, comment peut-on définir la notion de meublé? Donc, cela fait partie d'un décret, le décret 2015-981 du 31 juillet 2015, qui va venir en fait définir exactement
la liste des meubles ou des accessoires qui doivent être fournis dans le cadre d'une location meublée. Donc, pour exemple, vous devez systématiquement fournir de la vaisselle, vous devez fournir un four, un réfrigérateur. Donc voilà, donc si toutefois, par exemple, vous n'aviez pas les ustensiles de cuisine, il serait possible de remettre en question le fait que vous fassiez de la location meublée. Donc voici pour la définition du statut. Ensuite, la résidence gérée. Donc la résidence gérée, ça va être un bien qui va être situé dans une structure qui est gérée par un exploitant professionnel par lequel vous, en tant que propriétaire bailleur, vous êtes lié par un bail qu'on appelle un bail commercial. Donc, on va distinguer plusieurs types de résidences qui sont des résidences gérées. On va avoir des résidences étudiantes, des EHPAD, des résidences tourisme et des résidences d'affaires. Ensuite, on va avoir quelques sous-catégories qui peuvent être les résidences sociales. On peut avoir des cliniques spécialisées et on a aussi, bien entendu, les résidences seniors qui ne sont pas des EHPAD. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une résidence gérée? Alors, la résidence gérée, c'est-à-dire que c'est un exploitant qui va être normalement majoritaire ou qui va avoir l'usage complet de tous les lots dans cette résidence et qui va s'occuper de tout. Alors, quand on dit de s'occuper de tout, c'est-à-dire qu'il va avoir du personnel d'accueil, il va avoir une réception qui va s'occuper d'accueillir la clientèle, il va s'occuper également de tout l'aspect commercialisation du bien, il va s'occuper du ménage, de l'entretien des parties privatives. Donc, lui, il va s'occuper de tout ce qui est opérationnel au sein de l'appartement et au sein de la résidence, qui fait que vous, dans le cadre du bail commercial, vos loyers vont être garantis. C'est-à-dire que peu importe l'occupation du bien, s'il n'y a pas de locataire, s'il y a une vacance, comme on dit, vous allez percevoir le même montant de loyer. Sauf cas particulier où dans certains baux commerciaux, vous avez un loyer variable qui va être défini en fonction de l'occupation. Mais généralement, vous avez systématiquement une part de loyer qui est fixe dans le cadre du bail commercial ou un minimum garanti. Le fait d'investir en résidence gérée, donc ça, on en reparlera un petit peu plus tard, ça vous permet de récupérer la TVA. Donc, ça va être sur certaines conditions. Donc, les obligations préalables, c'est-à-dire que vous achetez un bien aujourd'hui en résidence gérée, vous faites de la location meublée non professionnelle, on caractérise en fait l'activité de location meublée non professionnelle comme une activité commerciale. Donc effectivement, vous n'êtes pas une société, vous êtes un particulier, mais vous louez. Donc cette activité nécessite d'être déclarée auprès de ce qu'on appelle l'INPI. Donc, c'est le guichet unique. Ils ont un site internet, vous devez vous enregistrer, vous inscrire et cela va venir en fait définir un numéro de sirène et un numéro de SIRET également. Donc, quand vous faites cette inscription, vous allez avoir la possibilité de choisir entre différentes options fiscales, soit le régime micro-BIC, soit le régime réel. Ces obligations, ces choix fiscaux, ces obligations vont définir de quelle manière vous allez déclarer par la suite. On ne va pas avoir en fait exactement les mêmes possibilités si on est une personne seule ou si on est un couple marié sous le régime de la séparation de biens. Quand on est une personne seule ou un couple marié sous le régime de la communauté de biens, vous allez pouvoir choisir quel régime fiscal je vais reformuler. Vous allez pouvoir choisir en fait sous quel régime fiscal vous voulez déclarer vos revenus issus de la location meublée. Donc, soit le micro-BIC, soit le régime réel. Dès lors que vous êtes en indivision, donc une indivision, ça va être un frère, une sœur, des amis, ça peut être également un couple marié, mais sous le régime de la séparation de biens, ou ça peut également être plus fréquemment un couple pacsé. Dans ces cas-là, vous n'avez pas le choix
vous devez obligatoirement déclarer les recettes issues de la location meublée au régime réel. Donc cette obligation fiscale, donc vous allez du coup obtenir de la part du service des impôts des entreprises un numéro de sirène. Ce numéro va être rattaché à certaines obligations fiscales et vous allez devoir également, ça fait partie de vos obligations, créer un compte professionnel impôts.gouv. Ce compte professionnel vous permet de communiquer avec les impôts. Il va vous permettre de payer votre TVA, de choisir le RIB qui sera prélevé pour la TVA, de télécharger, de payer la cotisation foncière des entreprises et de recevoir différentes communications de la part des impôts. Donc, pour petit rappel, on va avoir 2 services des impôts différents quand on est propriétaire. On va avoir le SIE, donc le service des impôts des entreprises, qui lui est lié à l'activité dite commerciale en lien avec la TVA, avec la CFE et en fait au régime fiscal de la location meublée. On va également avoir un compte lié au SIP, donc c'est le service des impôts des particuliers qui, lui, est relié à ce qui est personnel. Donc, ça va être vos revenus personnels, la propriété du bien, la taxe foncière et puis gérer mon bien immobilier qui était la nouveauté de 2022. Voilà un petit peu pour les obligations préalables. Donc, une fois que vous avez fait le choix du régime microbique ou du régime réel, vous n'allez pas avoir les mêmes obligations fiscales. Donc, premièrement, on va aborder le régime micro, qui ne sera pas l'élément fondamental de notre webinaire de ce jour. Mais voilà, pour bien parler du régime réel, il faut commencer à comprendre un petit peu ce qu'est le régime micro. Donc, le régime micro, dans la réalité, on va venir prendre en fait les recettes locatives et on va venir mettre le montant des recettes locatives dans la déclaration d'impôt sur le revenu. Il va y avoir un abattement forfaitaire qui va être calculé et la quote-part restante va être, elle, ajoutée en fait aux revenus globaux. Donc, c'est dans une annexe qui est spécifique à la déclaration de revenus. Donc, c'est dans le formulaire 2042C Pro, si vous le faites en formulaire papier, que vous devez rajouter le montant de ces recettes. On va avoir un plafond de recettes qui va être spécifique en fonction du type de location. C'est-à-dire que dès lors que vous avez des recettes supérieures à 15 000 € par an, si vous faites du meublé de courte durée dans une résidence qui est non classée, si vous faites plus de 15 000 € par an, il va falloir déclarer au régime réel. Donc, pour ce type de location, vous avez un abattement seulement de 30%. Si vous faites du meublé longue durée, classé ou en résidence gérée, vous avez le droit d'avoir des recettes qui vont jusqu'à 77 700 € et vous bénéficiez d'un abattement de 50%. Donc ça, je tiens à préciser que nous sommes en juillet 2025, ce sont les plafonds qui sont à jour au jour d'aujourd'hui et qui ne seront pas nécessairement les mêmes dans les prochains mois ou années en fonction des prochaines lois de finances qui vont passer. Donc, je précise également que dans le régime micro, vous bénéficiez d'un abattement qui est dit forfaitaire. Vous n'avez absolument pas la possibilité de déduire des charges réelles ou un amortissement. Ces charges-là font partie en fait de cet abattement qui est forfaitaire. C'est théoriquement inclus dedans. Donc, le régime réel. Donc, alors, on peut l'appeler le régime réel, le réel simplifié. En soi, c'est un petit peu la même chose. Le régime réel simplifié, ça va dépendre en fait des formulaires, des annexes qui sont techniquement remplis par le comptable. Vous êtes, en tant que loueur en meublé non professionnel, vous êtes au régime réel simplifié. Donc, le principe, c'est qu'en fait, on va venir réaliser du coup un autre document comptable qui s'appelle la 2031. Et on va venir en fait inscrire dedans le montant des loyers encaissés et on va venir déduire les charges et les amortissements. Et ça va venir nous donner un bénéfice imposable ou un déficit fiscal. Alors, je précise ici que ce déficit fiscal, lui, n'est pas imputable sur les revenus globaux. Il est reportable pendant 10 ans. Donc,
Je reviendrai un petit peu plus, en profondeur, hein, sur la notion des amortissements dans la slide suivante. On va parler un petit peu des charges déductibles. Donc, on a différentes charges, hein, qui vont être déductibles. On va avoir, notamment, tout ce qu'on appelle les charges financières qui vont être les intérêts d'emprunt. On a tout ce qui est taxes foncières, CFE. On va avoir les frais de gestion, le syndic, l'expert comptable, tout ce qui est assurance, les PNO, assurance emprunteur. Après, si vous faites de la location classique, vous avez la garantie loyer impayé. Et puis, on va avoir tous les petits travaux, d'entretien, de réparation. On va également avoir les frais d'avocat, les frais d'expert comptable. On peut également reprendre une quote-part de sa facture Internet si on estime que l'on utilise pour l'exploitation de son bien sa facture Internet. Et puis, je pense également aux membres DCS qui font notamment des déplacements sur la résidence, vous avez la possibilité de déduire en charge vos frais de déplacement, les frais d'hébergement et de restauration. Voilà. Après, ça va être à votre appréciation personnelle ou à celle de l'expert comptable. Il faut que ces charges soient liées à l'exploitation directe du bien. Et on va également pouvoir déduire l'amortissement. Donc, il y a plusieurs types d'amortissement. Il y a l'amortissement du bien immobilier, hein, l'achat, l'acquisition du bien immobilier. On a l'amortissement du mobilier, lui, qui va également s'amortir. Et on peut amortir tout ce qui est frais d'acquisition. Donc, dans les frais d'acquisition, nous allons avoir les frais de notaire, les frais d'agence qui sont payés lors de l'acquisition du bien. Donc, on va voir ensuite un petit peu plus en profondeur le principe des amortissements. Donc là, on va être sur le principe des amortissements du bien immobilier, hein, les premiers de notre catégorie. L'amortissement en soi, la définition, si on doit la reprendre, on pourrait dire que c'est la perte de valeur du bien qui est liée à son usure, au temps qui passe et à son utilisation. Donc, ça va être sa perte de valeur qu'on estime chaque année. Pour faire le calcul de l'amortissement d'un bien, il est important de noter qu'il n'y a pas de grille, de barème spécifique établi par l'administration fiscale. Donc, on va voir certaines pratiques qui vont être mises en place plus fréquemment en fonction des zones géographiques. Donc, pour reprendre l'amortissement d'un bien, on va prendre donc la valeur globale du bien et on va découper cette valeur-là en plusieurs tranches. Donc, on va avoir une tranche qui va être relative au terrain. Ce qui est relatif au terrain n'est pas amortissable. La tranche qui est relative à la construction, donc on estime en général à 80% ou à 70%, et puis encore, ça dépend en fait de la situation géographique du bien, on va pouvoir l'amortir. Donc, je fais un petit aparté sur la valeur du terrain. Pourquoi dans certaines zones, on va pouvoir considérer qu'on a 20% de la valeur de son bien qui correspond au terrain et pourquoi dans d'autres endroits, c'est 40%? Eh bien, parce qu'un bien au fin fond, alors je ne sais pas de quel département sans paraître, mais un bien qui va être en rase campagne, va peut-être avoir le terrain va avoir une valeur moindre qu'un bien qui va se trouver à Paris dans le 16e par exemple, ou sur la Côte d'Azur. On sait très bien que les terrains dans ces zones-là valent très cher. Donc, on ne va pas pouvoir considérer qu'on n'a que 20% qui n'est pas amortissable et qui concerne le terrain. Donc, voilà. Donc, en général, on est plutôt autour de 20-30% qui sont non amortissables. Le reste va s'amortir. Donc, comment est-ce qu'on va amortir tout ce qui est partie construction? Donc, on va la valeur de la construction va venir ensuite se décomposer en plusieurs composants qu'on va amortir d'une manière différente en fonction de la composition du composant. Donc, dans la partie construction, on va avoir, par exemple, 40% du coût estimé de la construction qui concerne le gros œuvre,
que l'on va amortir. Alors, ça va dépendre du type de résidence également, sur 30, 40 ou 50 années. On va avoir dans les 80% de la construction, là, dans notre exemple, nous avons 20% qui concernent la façade, les étanchéités, etc. ainsi de suite. Donc, là, c'est pareil. On n'a pas de grille spécifique avec des durées spécifiques en fonction du bien qui serait établi par l'administration fiscale. On voit plutôt des pratiques courantes qui sont effectuées. Sur un bien en résidence gérée, on va peut-être être plutôt sur une durée d'amortissement qui va être de 25-30 années plutôt que sur 50 ans. On va également amortir le mobilier. Donc ça, on sait plus facilement que le mobilier se renouvelle tous les 8-10 ans. Donc, on va pouvoir l'amortir sur une certaine durée. Donc, vous voyez tout à droite dans la colonne qu'on a des éléments qui ressortent en dotation. Donc, la dotation annuelle, en fait, c'est le montant qui va pouvoir être déduit chaque année comme une charge dans la déclaration fiscale qui va être établie. Donc, souvent, on constate que là, donc, pour un bien d'une valeur de 150 000 €, on aurait en fait une dotation annuelle de 6 800. Dans la pratique, il y a seulement 50% des amortissements qui sont réellement utilisés. C'est les 50% restants, eux, sont mis en fait dans ce qu'on appelle un stock d'amortissement et sont utilisés le jour où on aura un petit peu moins d'amortissement. Parce que si on regarde notre exemple, on voit que le mobilier s'amortit sur 7 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 7 ans, si on n'a pas racheté de mobilier, eh bien, du coup, on aura 714 € de moins chaque année dans notre dotation. Idem pour l'agencement. L'agencement, les 2400 sont valables pendant 10 ans. Si nous n'avons pas refait de travaux, la dotation annuelle va se réduire en fait de 2400 € après les premières 10 années. Donc, le montant des amortissements, lui, est évolutif. C'est-à-dire que si vous allez refaire, par exemple, des travaux de façade, eh bien, on va venir revoir le montant des amortissements annuels. Donc, ici, petit comparatif entre les deux régimes, le régime micro versus le régime réel. Donc, le principe du régime micro, ça va être de prendre les recettes. Donc là, dans notre exemple, nous avions des recettes de 10 000 €, un abattement forfaitaire donc de 5 000 €. Et puis, malgré toutes les charges payées, nous avons une base imposable de 5 000 €. Dans notre cas, dans le cas du régime réel, eh bien, sur nos recettes de 10 000 €, nous allons pouvoir déduire 7 000 € d'amortissement et puis nos différentes charges, ce qui nous fait un total de charges déductibles de 10 370, ce qui n'est pas négligeable parce qu'au final, bien qu'on paye des frais de comptabilité, donc ce qui fait qu'au régime réel, nous avons des charges de 3 370 €. Au régime micro, nous avons des charges qui sont réellement payées, qui sortent de notre cash flow de 3 150 €. Nous avons un résultat du coup négatif de 370 € au régime réel, alors qu'au régime micro, nous sommes imposables. Voilà vraiment le point phare de la différence entre le régime micro et le régime réel. Les amortissements qui, eux, ne sortent pas réellement, ce n'est pas une charge réellement engagée, vont venir permettre en fait de neutraliser le résultat. Donc, la différence également, ça va être au régime micro, on va seulement reporter les chiffres issus de la location meublée dans votre déclaration de revenus, que dans le cadre du régime réel, nous allons devoir réaliser en fait une liasse fiscale et pratiquer un bilan simplifié. Donc, pour en revenir à la TVA, je vois encore beaucoup d'anomalies en fait dans les nouvelles, dans nos échanges avec les copropriétaires. Nous avons en fait de la TVA en résidence gérée déjà parce que en fait le gestionnaire de la résidence propose 3 des 4 services para-hôteliers qui sont l'accueil, le petit déjeuner, le ménage et le linge de maison. Généralement, dans votre bail commercial, vous avez un paragraphe qui indique que la location
que le bien fait l'objet des dispositions menant à la TVA et qu'il respecte les articles du code 261 D4 du Code général des impôts. Et par conséquent, vous percevez des loyers en fait TTC et vous êtes donc assujetti à la TVA. Ce n'est pas une option en fait, dans la mesure où vous percevez vos loyers avec de la TVA. Cette TVA devra être ensuite remboursable, donc on le verra un petit peu plus tard, auprès de l'administration fiscale. Souvent, la TVA a fait l'objet d'une récupération lors de l'acquisition, lorsque vous avez acheté un bien immobilier neuf ou en vente de futur achèvement. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure où vous avez acheté le bien, au fur et à mesure où il s'est construit, vous avez payé des appels de fonds pour les fondations, pour l'achèvement des cloisons. Et au fur et à mesure où vous payez ces appels de fonds, vous avez récupéré la TVA au fur et à mesure de ce process qui dure 1 à 2 années, ou plutôt 2 années en règle générale. Lorsque vous avez bénéficié de ce remboursement à la TVA ou lorsque c'était le premier acquéreur, si c'est le cadre d'une deuxième main, le premier acquéreur s'est engagé à conserver le bien pendant au moins 20 ans sous bail commercial ou sous le régime de la TVA. Dans le cas d'une vente, si vous vendez le bien avant les 20 années, en général, l'acquéreur récupère cet engagement à la TVA. Donc, il ne se réengage pas sur 20 nouvelles années, mais si à sa date d'acquisition, il restait 5 ou 10 années, il récupère cet engagement sur 10 années. Donc, généralement, dans votre acte d'achat, il est bien stipulé par le notaire le montant de la TVA qui serait remboursable dans le cas où vous ne soumettez pas ce bien à la TVA. Donc, je vois encore quand même pas mal de nouveaux propriétaires qui sont mal informés sur ce process. C'est quand même quelque chose de très important parce que dans le cas où vous ne feriez pas les déclarations de TVA et dans le cas d'une acquisition d'un bien dans lequel vous récupériez l'engagement à la TVA, vous êtes potentiellement redevable auprès de l'administration fiscale de tout cet engagement à la TVA. S'il restait 5 ou 10 années, ils peuvent en fait vous demander de rembourser 5 à 10 années de TVA si vous n'avez pas fait vos déclarations de TVA. Donc, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. On reverra un peu dans l'onglet questions, toutes les questions qui ont été posées sur ce sujet. Si jamais on avait aussi également la possibilité d'un départ de l'exploitant avant les 20 années, c'est quelque chose qui arrive. Parfois, l'exploitant part au bout de 12 ans, donc il reste 8 années. Eh bien, il y a plusieurs choses à faire. Donc, soit il y a un nouvel exploitant, donc un nouveau bail commercial et vous pouvez continuer sous le même principe. Soit on peut parfois mettre en place un mandat de gestion avec un exploitant qui va fournir, lui, des services para-hôteliers à la carte. Mais si vous faites de la location meublée classique, il n'y a pas d'assujettissement à la TVA et auquel cas, il faudrait rembourser la TVA au prorata du pourcentage restant. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un départ de l'exploitant au bout de 12 ans et que vous voulez mettre, je ne sais pas, un étudiant en location meublée classique, eh bien, il faudrait rembourser les 8 années restantes. Donc, le principe un petit peu de la TVA, les loyers sont encaissés TTC. Donc, alors, attention, spécificité, je dis TTC lorsque vous êtes résident fiscal français. Si vous êtes non résident, vous bénéficiez du principe de l'autoliquidation. Je n'aborderai pas forcément ce sujet aujourd'hui, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par email ou par téléphone. D'ailleurs, mes coordonnées sont dans l'onglet chat. Donc, le principe, c'est que les loyers qui sont hors taxe dans le bail commercial sont majorés sur votre facture de loyer d'une TVA. Cette TVA est nécessairement reversée à l'administration via une déclaration de TVA. Donc, il n'y a pas de franchise en base possible. Dès lors que vous percevez de la TVA, celle-ci, ce n'est pas une recette, la TVA, c'est une taxe qui doit être reversée à l'administration fiscale. Donc, soit par le biais d'une déclaration annuelle qui s'appelle la CA12, soit une déclaration trimestrielle qui s'appelle la CA3.
Donc le taux de TVA applicable, il est de 10 sur, toutes les locations, de logement. Il va être de 5,5 si vous avez investi dans un EHPAD et il va être de 2,10 en Corse et dans les DOMT. Si vous avez par exemple une résidence à Partiti, vous avez souvent un parking et là le parking lui, il va avoir une TVA de 20 comme parfois dans certaines résidences, il y a des services qui sont refacturés et vous avez de la TVA à 20 En revanche, sur toutes les les factures que vous payez, vous payez de la TVA à 20 et justement cette TVA que vous payez vous sur les factures, elle est récupérable. Donc on appelle ça une TVA qui est déductible. Donc sur, le décompte des charges du syndic, il y a de la TVA, sur les factures du comptable, sur les travaux, sur certaines charges. Alors parfois, ça va être les honoraires des avocats ou des choses comme ça. Vous avez la possibilité de réduire, de déduire, de la TVA qui est collectée. Donc, on a un petit schéma ici qui vient expliquer le modus operandi de la déclaration annuelle. En fait, dans la déclaration annuelle de la TVA, on va prendre le montant de la TVA collectée, celle qui est sur les loyers, et on va venir déduire la TVA qui est déductible, celle qui est sur vos factures. Et ça va nous donner soit une TVA en crédit, soit en débit, soit une TVA à payer aux impôts, soit un crédit. Donc, ce crédit va être soit remboursable, soit reportable pour des éventuelles TVA payantes pour les années suivantes. Donc, voilà pour la TVA. Donc, pour reprendre un petit peu notre cycle annuel en résidence gérée, donc au régime réel, donc généralement, nous avons jusqu'au 23 mai pour rendre le bilan annuel. Mais on va avoir une déclaration de TVA qui va être à rendre autour du 3 mai. Ça va être le deuxième jour du mois. Donc, globalement, vous devez faire votre déclaration de TVA et votre bilan avant le 3 mai parce que les deux se font dans le même temps. Le report des déficits ou de bénéfices que vous allez obtenir va se déposer dans votre déclaration d'impôt sur le revenu personnel qui va être à faire en fonction des départements jusqu'au 15 juin. Avant le 22 octobre, généralement, vous avez la taxe foncière qui va être à payer. Et au 15 décembre, c'est l'échéance de paiement de la cotisation foncière des entreprises. Donc, pour votre information, sur la fin du mois de septembre, nous ferons un webinaire sur les taxes en résidence gérée, les taxes en LMNP, où on viendra parler vraiment plus en détail de la cotisation foncière des entreprises. Petite note ici, si jamais vous avez une TVA payante à payer qui est supérieure à 1 000 €, donc chaque année, vous allez devoir ensuite payer un acompte, c'est-à-dire que vous allez devoir payer 55 au mois de juillet du montant de la TVA de l'année de la déclaration N-1 et vous allez devoir verser 40 au mois de décembre. Ensuite, au mois d'avril-mai, quand vous faites votre déclaration de TVA, vous ne reversez que le solde et ainsi de suite. Petit aparté également aussi, il semblerait, selon les dernières évolutions fiscales, que tout un chacun devrait déclarer en CA3 à partir du 1er janvier 2027. Donc, nous n'avons pas plus de précision dessus. Il est possible qu'il y ait également des seuils de TVA minimum, mais pour l'instant, nous n'avons pas de précision. Le texte en l'état indique que il y aurait une disparition de la CA12 au privilège de la CA3 pour tout le monde. Donc, nous allons pouvoir passer aux questions-réponses. J'en profite ici pour vous informer que nous avons ajouté des liens dans l'onglet liens qui vous permettent de vous inscrire à madéclarationmeublée.com. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi afin qu'on puisse échanger sur votre déclaration fiscale, vous pouvez également cliquer sur le lien « Je prends rendez-vous » pour avoir accès à mon calendrier Calendly. Alors, pour les questions, elles ont été très nombreuses. On va les reprendre une par une. Donc, à quel moment faut-il s'inscrire auprès de l'INPI, avant, pendant ou après l'achat? Donc, l'inscription auprès de l'INPI doit se faire dès l'acquisition du bien, dans les quelques jours et semaines suivant le début d'activité. Donc, encore là, il s'agit d'une obligation. Dans les faits, on voit quand même
beaucoup de délais de quelques mois qui sont passés et on ne voit pas d'incidence fiscale majeure dans le cas de retard. Mais normalement, vous avez quelques semaines pour pouvoir créer votre activité INPI. C'est important de quand même bien suivre ces délais dans la mesure où vous avez la création du compte professionnel qui sera à faire et puis ça va prendre en fait quelques délais et notamment des délais postaux. En cas de décès du propriétaire, comment se passent les déclarations fiscales? Donc, en cas de décès, le notaire doit demander pardon, la clôture de l'activité fiscale. Donc, on va venir faire une liasse fiscale de clôture et on va venir clôturer l'activité et créer une nouvelle activité au nom de l'héritier. J'ai un numéro de SIRET, mais je ne me vois pas sur société.com. Ai-je une autre action à faire? Donc, effectivement, vous avez pas, vous pouvez pas voir nécessairement sur société.com votre numéro de SIRET. En fonction de comment cela a été fait à l'origine, vous n'apparaissez pas sur les registres. Si vous voulez vérifier l'existence de votre activité, vous pouvez aller sur le site officiel linpi.fr. J'ai déjà un numéro SIRET pour un bien en LMNP en location gérée. J'ai un autre appartement que je loue meublé à un étudiant, donc deux types de locations différentes, mais pour une même location. Dois-je demander un deuxième numéro SIRET? Donc non. Il y a une distinction à faire entre un SIREN et un SIRET. Donc, explication rapide, le SIREN, il est unique, il va venir caractériser l'activité de loueur meublé. Ça va être un numéro court. Le numéro SIRET, lui, il est différent pour chaque établissement, mais il commence en fait par les mêmes chiffres que le numéro de SIREN. Vous devez simplement, en réalité, ajouter un établissement via le site de l'INPI sans créer une nouvelle activité. On va venir en fait juste faire une modification d'activité. Donc, nous avions des questions relatives au compte professionnel impôts.gouv. Je n'ai pas accès à mon compte professionnel sur les impôts car c'est mon comptable qui s'en charge. Donc ça, vous êtes nombreux dans ce cas de figure. Et comment cela se passe-t-il si on passe par madéclarationmeublée.com? Donc, nous avons mis en place une procédure pour récupérer l'accès au compte professionnel. Ce document va être disponible dans la rubrique documents du site Ma Déclaration Meublée. Et si jamais vous avez des questions, je peux vous transmettre également le tutoriel par email. Vous pouvez du coup le télécharger également. Le cabinet comptable et moi avons accès aux documents dans le mode expert. Alors, effectivement, dans la présentation en live, j'avais indiqué qu'il y avait trois possibilités pour le compte professionnel impôts.gouv. Vous avez donc la possibilité, si tout va bien, s'il n'a jamais été créé, de le créer dans ce qu'on appelle en fait un mode simplifié. Donc, vous venez juste indiquer vos coordonnées, votre numéro SIREN. Vous choisissez les services auxquels vous avez besoin d'avoir accès et vous allez recevoir ensuite un code d'activation du compte par courrier via le service des impôts. Et ensuite, vous aurez accès au compte. Souvent, vous avez déjà le comptable qui a fait ses démarches pour vous et lui a un accès, mais il n'a pas un accès privatif en fait par propriétaire, il a un accès pour son cabinet comptable dans lequel il recense plusieurs accès. Donc, il ne peut pas vous donner ses accès parce qu'il a des accès multiples. Par contre, vous pouvez lui demander qu'il vous fournisse ce qu'on appelle en fait une délégation, c'est-à-dire qu'il va vous déléguer ses accès sur certains services. Et vous allez pouvoir consulter en duo les accès au compte professionnel des impôts. Dans le cas où votre comptable ne vous répond pas, vous ne savez pas qui a les accès, vous avez la possibilité en fait de faire une substitution. Donc, dans le cadre de la substitution, vous allez récupérer l'accès que le comptable avait pour vous. Donc, pour faire ces deux dernières démarches, vous n'allez pas pouvoir créer votre compte en fait en mode simplifié, mais vous allez devoir créer votre compte en mode expert. Donc, vous allez venir créer votre compte en mode expert. C'est relativement simple. Et en fait, vous allez obtenir ce qu'on appelle un numéro d'abonné. Et dans le cadre d'une demande de délégation à l'expert comptable, vous allez lui fournir en fait votre numéro d'abonné et lui va donner la délégation en fonction sur le compte de votre numéro d'abonné. Voilà, ça se passe un petit peu comme ça. Donc, si vous avez plusieurs biens, vous n'avez effectivement qu'un seul compte professionnel pour toutes vos activités. Donc, par exemple, on a souvent des clients qui exercent
en tant que médecin libéral, charpentier et qui font de la location meublée, eh bien, il n'y a qu'un seul accès qui va recenser toutes ces activités. Ensuite, donc les questions relatives au régime fiscal. Donc, j'ai un autre bien LMNP au régime réel et j'ai un bien chez vous que je n'ai pas encore déclaré, puis-je choisir le régime micro-BIC pour ce dernier? Donc non. Dès lors que vous avez une activité de location meublée non professionnelle, donc vous n'avez qu'un seul SIREN, mais différents SIRET, petite slide d'avant, donc pour l'ensemble des biens. Et du coup, c'est le SIREN qui est rattaché à une obligation fiscale et tous doivent être déclarés sous le même régime fiscal, donc soit le régime micro-BIC, soit le régime réel simplifié. Donc, quel est le délai pour passer du réel au micro-BIC? Pour appliquer le micro-BIC sur vos revenus de 2025, donc que vous allez déclarer en 2026, vous devrez renoncer à l'option du régime réel avant la date limite de dépôt de déclaration des revenus 2024, donc généralement fin mai, début juin 2025. Peut-on passer du régime micro au régime réel à volonté? Alors, non, pas vraiment. L'option fiscale, elle est valable 1 an et reconduite tacitement. Voilà. Vous pouvez y renoncer avant la date de limite annuelle que l'on vient d'évoquer juste avant. Est-il possible de télétransmettre soi-même sa déclaration aux impôts en EDI? Alors oui, vous pouvez effectuer votre déclaration vous-même en passant par des plateformes comme madéclarationmeublée.com qui fera un envoi automatique en EDI. Sinon, vous pouvez renseigner directement vos chiffres sur votre espace professionnel impôts.gouv, mais là, en revanche, ce ne sera pas sous format EDI. Alors, nous avions des questions sur les charges déductibles. Donc, les frais d'expert comptable, les frais d'avocat sont bien des frais liés à la gestion de votre bien et sont donc déductibles sur vos liasses fiscales. Nous avions des questions sur le meublé classé et le non classé, donc la différence entre ces biens-là. Le meublé classé, lui, en fait, il bénéficie d'une certification qui a été délivrée par Atout France, qui est un organisme et qui aura effectué un audit au sein de l'appartement et qui va pouvoir classer le bien en résidence. Alors, nous avions aussi de nombreuses questions liées à l'amortissement, qui était un petit peu la clé de ce webinaire. Comment amortir le bien si je ne connais pas le détail des coûts de construction? Donc, effectivement, on amortit le bien en fonction du prix d'acquisition, si l'achat est récent. Donc, si par exemple, ça a été votre résidence principale et que vous l'avez acheté en 2010 et que vous voulez maintenant en 2025 la mettre en location meublée, on ne va pas pouvoir reprendre la valeur de 2010, mais on va devoir en faire une nouvelle évaluation du bien pour l'amortir sur sa valeur actuelle. Les amortissements sont-ils reportables indéfiniment en cas de déficit comptable? Donc oui, les amortissements qui sont non utilisés, ils peuvent être reportés sans limite de temps. C'est uniquement ce qu'on appelle le déficit fiscal qui, lui, n'est valable que 10 années. Qui définit les taux et les durées d'amortissement? Donc, nous n'avons à ce jour aucun taux qui est imposé par l'administration fiscale, mais nous avons des normes professionnelles qui sont appliquées. Si je comprends bien, tant que l'appartement a de l'amortissement, il vaut mieux rester au réel, mais dès que celui-ci tombe, il faut passer au micro. Alors, ça va dépendre, car vous pouvez utiliser vos amortissements qui sont non utilisés, ceux qu'on aura mis en fait dans le stock pour passer vos bénéfices, qui va vous permettre en fait de rester avec un résultat fiscal à 0. Voilà, il faut prendre en compte un petit peu votre stock d'amortissement avant de pouvoir définir une réponse plus précise. Peut-on réintégrer rétroactivement des dépenses oubliées? Alors, vous pouvez modifier les déclarations qui sont passées, donc refaire une déclaration fiscale qui va permettre d'écraser la déclaration fiscale qui a été effectuée. Mais les dépenses doivent concerner l'année en question. On voit dans la pratique quand même parfois l'intégration de certaines factures qui ont été oubliées. Il faut savoir qu'en cas de contrôle, ces réintégrations peuvent être contestées et supprimées par l'administration fiscale. Donc, dans le cadre d'un investissement d'un Censi Bouvard,
si jamais vous avez acheté un bien en Censi-Bouvard depuis plus de 10 ans, vous avez le bien a fait l'objet du régime réel. Souvent, effectivement, il est préférable de passer le bien au régime micro dès lors que le bien a plus de 10 ans parce que vous n'avez pas d'amortissement sur la valeur immobilière en fait, du bien. Donc, il faut voir effectivement dans le cas de figure, est-ce qu'il est intéressant de passer au régime micro et est-ce qu'il ne serait pas plutôt judicieux en fait, de revendre le bien et racheter un autre bien en LMNP que l'on pourrait amortir. Voilà, c'est une réflexion à avoir. Vous pouvez contacter mes collègues de C'est la vie Pierre afin de faire un point sur et de faire une évaluation du bien. Donc, mon centre de gestion agréé continue de déduire des amortissements sur un bien Censi-Bouvard acheté il y a 11 ans. Est-ce normal? Alors, normalement, les amortissements sont déduits du résultat comptable, mais d'un point de vue technique, ils sont réintégrés. Vous pouvez aller vérifier en case 318 de votre liasse fiscale qui s'appelle les amortissements excédentaires. Ils sont ensuite exclus, eux, du résultat fiscal. Donc, c'est le résultat fiscal qui, lui, va être imposable et non pas le résultat comptable. Voilà, petite... Alors, la TVA. Quand j'ai acheté en LMNP, j'ai de la TVA qui m'a été remboursée. Si je me souviens bien, je devrais restituer une partie de la TVA en cas de vente avant la fin du paiement du prêt ou de l'amortissement. Où puis-je trouver les informations? Alors oui, vous devez rembourser la TVA si uniquement l'acquéreur ne reprend pas l'obligation de TVA. Donc, si vous vendez sans le bail. Dans le cas d'une vente avec le bail commercial, l'engagement à la TVA est transféré sur le nouvel acquéreur. Dois-je restituer la TVA en cas de revente avant la fin du délai? Donc oui, sauf si l'acheteur reprend l'obligation de TVA. Donc après 20 années, doit-on encore payer la TVA? Alors oui, vous pouvez rester assujetti à la TVA car vous allez percevoir vos loyers en TTC avec de la TVA. Mais vous ne paierez plus de TVA en cas de revente sans le bail commercial. Donc vous n'avez plus cet engagement à la TVA au-delà des 20 ans, mais vous restez assujetti parce que vous investissez en résidence gérée. La TVA sur les frais d'assurance est-elle déductible? Donc, il n'y a généralement pas de TVA sur les assurances. Si l'exercice comptable ne commence pas au 1er janvier, la date de déclaration annuelle de TVA est-elle différente? La date de la déclaration annuelle de la TVA suit la date de l'exercice comptable. Alors, là, nous avions une question qui était très intéressante. En microbic, doit-on aussi faire une déclaration de TVA? Donc oui, effectivement, si vous percevez des loyers qui sont soumis à la TVA, vous devez faire une déclaration de TVA. En cas de vente, dois-je reverser la TVA si je revends après 13 ans en Censi-Bouvard? Si vous vendez avec le bail commercial, l'acquéreur reprend l'engagement à la TVA et vous n'avez rien à reverser. Donc, nous avions des questions sur les prestations de madéclarationmeublée.com. Les 219 € facturés incluent-ils la déclaration de TVA? Donc oui, la déclaration de TVA est disponible sur la plateforme pour la déclaration de revenus 2025. Vous avez également la possibilité de cocher Censi-Bouvard si jamais vous étiez en Censi-Bouvard, ce que les autres plateformes ne font pas forcément. Et puis, les 219 €, nous avions une autre question en fait sur le nombre de lots qui sont inclus dans ce prix. Peu importe le nombre de lots, si vous avez 2 appartements, 3 ou 10 appartements, le coût de ma déclaration meublée est de 219 € TTC par déclaration fiscale. Donc, pour l'alias fiscal 2025 par exemple et pour la déclaration de TVA. Donc, des questions sur le centre de gestion agréé. Effectivement, dans le direct, j'avais évoqué la loi de finances qui est passée en début d'année 2025, qui venait supprimer la possibilité de récupérer en crédit d'impôt les 2/3 des frais de comptabilité et les frais de gestion sur la déclaration d'impôt sur le revenu. Donc ça, ce n'est désormais plus possible. Et l'agrément qui permettait au centre de gestion agréé d'éviter tout contrôle fiscal pour ceux qui avaient souscrit au CGA n'est plus disponible. C'est-à-dire qu'ils ont perdu et le crédit d'impôt et leur agrément. Donc, au jour d'aujourd'hui, l'adhésion à un CGA, d'une part, n'est pas obligatoire et n'a jamais été obligatoire. C'était juste plus intéressant
financièrement, hein, d'avoir un CGA parce que vous récupériez 2/3 des frais de compta. Mais aujourd'hui, en fait, à ce jour, hein, en 2025, il n'y a plus d'intérêt fiscal ni financier. C'est uniquement une charge. Le CGA peut vous proposer, en revanche, toute une offre de formation si vous êtes intéressé. Donc, pour résilier un CGA, hein, qui était la question suivante, il suffit d'envoyer soit une lettre recommandée ou dans la pratique, on a vu que les emails fonctionnaient plutôt bien. Nous avons fait un modèle de lettre de résiliation modifiable sur madéclarationmeublée.com qui se trouve dans la rubrique documents. Des questions sur le centre des impôts, donc le service des impôts des entreprises. Quel SIE est compétent si nous avons plusieurs biens dans différentes villes? Vous dépendez logiquement du service des impôts des entreprises du bien principal, là où le premier lot a été créé. En revanche, il est possible de modifier ce SIE de rattachement uniquement si, par exemple, vous avez le premier lot qui va générer 5 000 € de revenus et vous avez un deuxième lot dans une autre ville qui va générer beaucoup plus de revenus. Généralement, ça va être là où on a l'activité principale. Alors, comment estimer un bien LMNP? Donc, la valeur, elle est calculée sur les loyers hors taxes et la rentabilité attendue. Donc, là encore, si vous avez des questions à ce sujet sur l'estimation d'un bien, n'hésitez pas à contacter mes collègues du service, c'est la vie Pierre, hein, du service revente. Donc, en cas de revente, l'amortissement est-il pris en compte dans le calcul de la plus-value? Donc oui, l'amortissement vient en déduction du prix d'achat dans le calcul de la plus-value immobilière, sauf dans certaines résidences qui vont être les résidences étudiantes ou seniors. Des simulations permettent d'évaluer l'impact sur votre fiscalité. Donc ça, c'est quelque chose qui est très récent, hein, qui date du 1er janvier 2025 suite à cette nouvelle loi de finances. Donc, nous avions une question. Le comptable m'a dit qu'il était obligatoire de passer par un comptable. Est-ce vrai? Non. Vous avez la possibilité de réaliser vous-même votre liasse fiscale. Vous avez la possibilité de déclarer sur impôts.gouv.fr ou en utilisant un outil en ligne tel que madéclarationmeublée.com. Il est impossible de quitter le comptable avant 2026. Est-ce vrai? Donc, pas nécessairement. Vous pouvez invoquer l'article L215 du Code de la consommation pour résilier si le préavis de renouvellement n'a pas été respecté par l'expert comptable, ce qui se passe dans la majorité des cas. Vous recevez rarement un courrier vous indiquant que vous avez la possibilité de résilier à telle date. Et que si vous ne résiliez pas, vous êtes à nouveau engagé pour une nouvelle année. Donc, dans ces cas-là, si vous subissez un premier refus de l'expert comptable, vous pouvez lui envoyer une lettre un petit peu plus musclée, je dirais, pour lui indiquer que lui a failli à son obligation et ne vous a pas informé de la date possible de résiliation. LMP, donc les revenus professionnels sont-ils le chiffre d'affaires ou le bénéfice net? Il s'agit bien du chiffre d'affaires hors taxe, donc 23 000 hors taxe minimum pour le statut LMP. Nous avions également eu beaucoup de questions qui étaient relatives aux baux commerciaux. Ces questions relatives à tout ce qui est départ de l'exploitant, renouvellement du bail commercial, tacite prolongation, nous les soulèverons lors d'un prochain webinaire le vendredi 29 août à 11h. Vous recevrez, vous avez peut-être déjà reçu les invitations. Donc, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone. Voilà. Donc, je vous remercie sincèrement pour également tous les retours que nous avons pu avoir qui sont encourageants pour nos prochains événements. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.